13 avril 1945. Il ne reste plus que quelques mètres. Le périscope fend l'eau noire comme une lame. À l'intérieur du U-869, l'air est un poison. Mélange d'huile chaude, de sueur et de peur. Le capitaine, Helmut Neuerburg, plaque son œil sur l'oculaire. Devant lui, une flotte américaine, des destroyers, des cargos, une autoroute de proie. Il écoute. Rien. Pas d'asdic, pas d'hélice. Le silence parfait. Un cadeau empoisonné. Il lève la main. Un geste. L'équipage retient son souffle. Les torpilles sifflent en quittant les tubes. Les câbles se détendent. Devant l'oculaire, un cargo explose. L'acier se tord. Le feu roule sur l'eau. Dans le sous-marin, on se serre les épaules. On se félicite à voix basse. Mais Neuerburg ne sourit pas. Parce qu'au même instant, derrière le bruit des flammes, il entend un tic-tac, non pas une torpille. Quelque chose de plus précis, de plus méthodique. Le bruit des grenades sous-marines qui tombent d'un destroyer qu'il n'avait pas vu. Les premières secousses plient la coque. Les ampoules claquent. Un homme hurle. Le U-869 plonge, mais les charges tombent juste au-dessus. Ils sont pris. Et pourtant, selon les rapports officiels, ils n'auraient jamais dû être là. Le U-869 a reçu l'ordre de patrouiller au large de Gibraltar, à plus de 5000 km. Les amiraux allemands ne le savent pas encore, mais ils viennent de perdre un fantôme. Et ce fantôme, un plongeur américain, le retrouvera 46 ans plus tard, par hasard, à 2 doigts de New York. Voici l'histoire vraie du sous-marin qui a défié Berlin. Pour comprendre le mystère du U-869, il faut d'abord comprendre ce qu'était un sous-marin allemand en 1944. Imaginez un tube d'acier de 77 mètres, à peine 7 mètres de large. À l'intérieur, 56 hommes, pas 56 héros de cinéma. Des adolescents pour la plupart, des mécaniciens, des opérateurs radio, des cuisiniers, des gamins qui n'avaient jamais vu la mer avant l'entraînement. Leur monde, c'est ce boyau. Leur lit, une couchette au-dessus d'une torpille, leur salle de bain, un seau. Leur air, celui qu'ils ont respiré 1000 fois déjà. Le U-869 est un type 8C-40, une version améliorée des légendaires U-Boot qui avaient de failli étrangler l'Angleterre en 1941. Plus grand, plus lourd, plus loin. 19 nœuds en surface, 4 nœuds en plongée. Une autonomie de près de 25 000 milles marins, assez pour faire le tour du monde. Son armement, 22 torpilles, un canon de 105 mm sur le pont avant. Mais en 1944, ce canon ne sert plus à rien. Les Alliés ont l'aviation. Dès qu'un U-boot fait surface, il meurt. Le commandant s'appelle Helmut Neuerburg, 32 ans. Une barbe soignée qu'il gardera même en mer, par défi. Marié, un enfant. Il a pris son commandement en janvier 1944, quelques mois seulement avant le débarquement. Il sait que la guerre est perdue. Pas parce qu'il est défaitiste, parce que les chiffres sont là. Chaque patrouille, c'est 70% de chances de ne pas revenir. À la fin de la guerre, la Kriegsmarine aura perdu plus de 70 000 hommes sur 40 000 marins. Un taux de mortalité qui dépasse celui du Vietnam, de la Première Guerre mondiale, de tout ce qu'on peut imaginer. Alors pourquoi y aller? Pourquoi plonger? Parce que l'ordre vient de Karl Dönitz, le grand amiral en personne. L'homme qui a inventé la tactique des meutes de loups. Celui qu'Hitler a choisi pour lui succéder. Quand Dönitz dit « pars », tu pars. La mission du U-869 est simple sur le papier. Traverser l'Atlantique, atteindre la côte est des États-Unis, couler des navires. Mais en décembre 1944, rien n'est simple. Les Alliés ont déchiffré Enigma. Pas complètement, mais assez. Assez pour savoir où sont les meutes. Assez pour les contourner ou les attendre de l'autre côté du détroit. Les destroyers américains sont équipés du sonar, du radar centimétrique, des grenades sous-marines Hedgehog. Le U-869 est un dinosaure traqué par des chasseurs à réaction. Neuerburg quitte Kiel le 8 décembre 1944. Il prend la mer par un temps glacial, la Baltique couverte de glace. Son itinéraire, longer les côtes norvégiennes, passer entre l'Islande et les îles Féroé, puis plonger vers le sud-ouest. C'est la route du Nord, longue, dangereuse, mais moins surveillée que le passage direct par le détroit de Gibraltar. Dönitz a ordonné cette route pour sauver ce qui peut encore l'être. Chaque U-boot est devenu trop précieux,
pour être sacrifiés dans une traversée évidente. Le voyage dure 3 semaines. 3 semaines de roulis, de froid, de peur. Les moteurs diesel tournent en surface la nuit pour recharger les batteries. Le jour, on plonge. Restez sous l'eau. Écoutez. L'hydrophone crache des grésillements. Parfois, les hélices lointaines d'un convoi. Mais Neuerburg ne peut pas attaquer. Il n'est pas encore en zone opérationnelle. Sa mission, arriver, pas se faire tuer en chemin. Le 6 janvier 1945, il envoie un message à Dönitz. Position, à 965 km au sud-ouest de l'Islande. Le message passe la mer, traverse les antennes, arrive à Berlin. Mais ce n'est pas seulement Berlin qui l'entend. Les stations d'écoute alliées aussi. Les Américains interceptent tout. Ils savent qu'un U-boot est en route vers New York. Ils savent qu'il arrivera début février. Le pièce est déjà en train de se refermer. À ce moment-là, à Berlin, Dönitz consulte ses cartes. Les routes de ravitaillement alliées passent par Gibraltar. C'est là qu'il faut frapper, pas au large de New York. Le U-869 a fait le plus dur. Il est dans l'Atlantique Nord. Mais pour atteindre Gibraltar, il devrait traverser le détroit le plus surveillé de la planète. Les Alliés y attendent les U-boats comme des araignées au centre de leur toile. Dönitz prend une décision. Il envoie un nouvel ordre. Le U-869 ne va pas à New York. Il va à Gibraltar. L'ordre est transmis le 8 janvier 1945. Le standard radio de la Kriegsmarine émet sur les fréquences habituelles. Un message codé, un simple changement de cap. Neuerburg ne répond jamais. Pendant des décennies, les historiens penseront qu'il a bien reçu cet ordre, qu'il est mort en Méditerranée, que le U-869 repose au large du Maroc, détruit par des charges de profondeur. C'est ce qu'indiquent les archives. C'est ce que disent les manuels. C'est la vérité officielle. Sauf que c'est faux. La vérité, elle est ailleurs, beaucoup plus loin, beaucoup plus tard. Et elle ne remontera à la surface que 46 ans après, portée par 2 plongeurs qui n'avaient rien à y faire, par hasard, par obsession, par stupidité aussi. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre pourquoi Neuerburg n'a pas répondu. Pourquoi il a continué vers l'ouest alors que Berlin lui ordonnait de faire demi-tour. La réponse tient en 3 mots. La guerre des ondes. En janvier 1945, les Alliés ont presque gagné la bataille des communications. Les émetteurs allemands sont brouillés, localisés, piratés. Les faux messages circulent. Les codes sont compromis. Pour contrer ça, la Kriegsmarine a réduit les transmissions au strict nécessaire. On n'envoie un message que si c'est vital. Et on ne répond que si on doit répondre. L'ordre de changement de cap est-il arrivé à bord du U-869? Personne ne le saura jamais. Peut-être que les antennes étaient endommagées, peut-être que Neuerburg était en plongée quand le message est passé, peut-être que le brouillage allié a effacé les mots avant qu'ils n'atteignent le récepteur. Peut-être tout simplement que Neuerburg a reçu l'ordre et a décidé de l'ignorer. Cette dernière hypothèse, personne ne veut y croire. Un officier allemand n'ignore pas un ordre, mais les hommes, même en uniforme, restent des hommes. Et cet homme-là a peut-être regardé sa carte, regardé le chemin parcouru, regardé ses réserves de carburant et s'est dit « Gibraltar, c'est la mort ». Il n'avait pas tort. Début février 1945, le U-869 arrive au large du New Jersey. Il n'a rencontré aucun convoi. Il n'a coulé aucun navire. Il est là, discret, invisible, sous les vagues, à 90 km de la côte. La tour de Manhattan est à l'horizon, par temps clair. Les lumières de New York brillent dans la nuit. Et Neuerburg cherche sa proie. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les Américains l'attendent. Leurs stations d'écoute ont capté assez de trafic pour déduire sa présence. Les destroyers d'escorte patrouillent. Les avions quadrimoteurs B-24 Liberator survolent la zone, leurs bombes sous les ailes. La chasse est ouverte. Le U-869 est seul. Pas seul au sens figuré. Seul au sens littéral. Les meutes n'existent plus. Trop de pertes. Chaque U-boot patrouille désormais en solitaire, comme des loups solitaires au milieu d'une forêt en feu. Personne ne viendra l'aider. Personne ne signalera sa position. Personne ne le défendra. C'est dans ces conditions que, le 11 février 1945, il va croiser la route de l'USS Howard D. Crowe et de l'USS Coiner, 2 destroyers d'escorte américains. Des navires de 1400 tonnes
équipés du sonar le plus récent, des radars de surface et de centaines de grenades sous-marines. Leurs équipages sont des vétérans. Ils ont déjà coulé des U-boots. Ils savent comment chasser. Ce jour-là, ils escortent un petit convoi quittant le port de New York. Des cargos chargés de matériel pour l'Europe. Rien de spectaculaire. Une routine. Mais leurs opérateurs sonars captent quelque chose. Une anomalie. Une masse métallique immobile ou presque, à 90 mètres de fond. Un sous-marin. Les sirènes hurlent. Les équipages courent à leur poste. Les grenadeurs s'arment. Les artilleurs pointent leurs canons vers l'eau, au cas où la bête remonterait. À bord du U-869, Neuerburg entend peut-être les hélices changer de rythme. La pâleur du bruit blanc quand les destroyers accélèrent. Il sait ce que ça signifie. Il a quelques secondes pour décider. Plonger plus profond, changer de cap, ou faire surface et se rendre. Il choisit de plonger. C'est peut-être la dernière décision qu'il prendra en vie. Car à la surface, le coordinateur des tirs du Howard D. Crowe lève la main. Et les premières charges de profondeur commencent à tomber. Les premières charges de profondeur tombent à 13h27. À l'intérieur du U-869, l'enfer commence par un son. Pas une explosion. D'abord, rien. Puis un claquement métallique contre la coque. La première charge heurte le flanc sans exploser. Un avertissement. Mais la seconde, celle qui suit de quelques mètres, explose. La coque vibre. Les soudures gémissent. Les hommes tombent. Neuerburg n'a pas le temps de crier d'ordre. Un sous-marin en plongée, c'est un cylindre de verre. La pression extérieure écrase. L'air intérieur comprime. Les tympans souffrent. Les yeux piquent. Et les grenades sous-marines, elles, ne font pas qu'exploser. Elles créent une onde de choc qui ricoche contre le fond marin, rebondit, frappe à nouveau. Les destroyers sont au-dessus. Ils tournent, ils larguent, ils remontent, ils replongent. Une valse mécanique qui dure des heures. À bord du USS Howard D. Crowe, l'opérateur sonar garde ses écouteurs collés aux oreilles. Il entend le bruit des hélices du U-869 qui tentent de fuir. Un bruit saccadé, rapide, puis lent, puis rapide. Un animal blessé qui cherche un trou pour mourir. Il annonce la position. Le coordinateur de tir ajuste. Et les charges tombent à nouveau. 12 grenades, 24, 36. Chaque série creuse un cercle dans l'eau, un cercle de bulles blanches qui montent vers la surface comme une éruption sous-marine. À la proue du Koiner, les artilleurs regardent l'eau bouillonner. Ils ne voient rien en dessous, juste de l'écume. Mais ils savent qu'il y a quelque chose, un ennemi. 56 hommes qui retiennent leur souffle. Mais est-ce vraiment le U-869? Dans les archives, cette question restera ouverte pendant près d'un demi-siècle, parce que le 11 février 1945, les Américains ne savent pas ce qu'ils attaquent. Ils ont détecté un sous-marin. Ils l'ont pilonné. Et à 14h32, après plusieurs heures de chasse, ils entendent une explosion plus forte que les autres. Des bulles montent en surface, puis plus rien. Le contact sonar disparaît. L'opérateur annonce « cible coulée ». Les officiers notent la position sur leur carte. 39° 33'N, 73° 02'O. Un point dans l'Atlantique, à 90 km des côtes du New Jersey. Ils remontent leur rapport, envoient un message à la flotte. Destroyers américains coulent sous-marins ennemis au large de New York. Victoire. Mais personne ne sait quel sous-marin. Parce que 6000 km plus loin, à Berlin, les amiraux regardent leur propre carte et ils voient un trou, une absence. Le U-869 n'a plus donné signe de vie depuis des semaines. Il aurait dû arriver à Gibraltar. Il aurait dû envoyer ses rapports de patrouille. Rien. Alors Dönitz fait ce que tout commandant fait en temps de guerre. Il consulte les rapports alliés, ceux que les espions interceptent, ceux que les codes brisés déchiffrent, et il tombe sur une attaque, le 28 février 1945, au large de Rabat, au Maroc. Un destroyer américain, le USS Fowler, et un chasseur de sous-marins français, le l'Indiscret, ont largué des charges sur un contact. Ils pensent avoir coulé quelque chose. Mais penser, ce n'est pas savoir. Les experts navals allemands analysent le rapport. Pas de débris, pas d'huile en surface, pas de preuves, juste une tache suspecte sur un écran sonar. Ils classent cela comme G no damage, aucun dégât.
Le U-869 n'est pas là. Pourtant, il n'est pas non plus à New York. Alors, où est-il? Pendant des mois, les historiens chercheront. Après la guerre, les Alliés récupèrent les archives allemandes. Ils croisent les données, ils comparent les dates. Le Fowler attaque le 28 février. Le U-869 a quitté Kristiansand le 8 décembre. Son autonomie lui permet de tenir jusqu'en mars. Le timing colle. Alors il change la note. G devient B, probablement coulé. Le U-869 devient officiellement un sous-marin mort au large de Rabat, au Maroc. Les manuels sont réécrits, les encyclopédies corrigées. Les familles reçoivent des lettres. Les mères pleurent des fils tombés en Méditerranée à des milliers de kilomètres de l'endroit où ils ont vraiment disparu. L'erreur est scellée. Enterrée sous du papier et de l'encre. Pendant plus de 40 ans, personne ne la contestera. Parce que pour la contester, il aurait fallu trouver une épave. Et cette épave, elle repose par 90 mètres de fond, sur un fond sablonneux balayé par des courants glacés. À cette profondeur, la pression écrase, le froid tue, l'obscurité est totale, et surtout personne ne cherche. Pourquoi chercher? Les archives disent que le U-869 est au Maroc. Les familles ont fait leur deuil. La guerre est finie. Les sous-marins coulés sont des tombes. On ne les dérange pas, sauf si on tombe dessus par hasard. L'histoire du U-869 bascule en 1991, grâce à un homme qui ne cherchait pas un sous-marin. Il cherchait des épaves, des cargaisons, du mystère. Cet homme s'appelle Bill Nagel. Bill Nagel est un plongeur commercial du New Jersey. Pas un historien, pas un archéologue. Un gars qui travaille sous l'eau, qui récupère des trucs, qui vend des ferrailles. Il a un bateau, le Seeker, et une obsession, trouver ce que la mer a avalé. En 1991, il entend une rumeur. Des pêcheurs ont accroché leur filet sur quelque chose, à 60 milles au large, du métal, un obstacle, peut-être un navire. Nagel prend la mer. Il emmène son équipage, des plongeurs chevronnés. Pas des touristes. Des hommes capables de descendre à 90 mètres, de travailler dans le noir, de sentir l'azote leur engourdir les doigts. Il installe son sonar. Il balaye le fond. Et soudain, sur l'écran, une forme apparaît. Longue, étroite, pointue à l'avant. Un U-boot. Ils descendent. Les premiers plongeurs touchent à la coque. Ils ramènent des morceaux de métal, des inscriptions en allemand, des numéros de série. Ils comprennent immédiatement ce qu'ils ont trouvé. Mais ils ne savent pas lequel. Ils appellent l'épave Uhu, le sous-marin mystère. Pendant 6 ans, ils vont plonger. Encore et encore. 90 mètres, 12 minutes de fond, puis des heures de décompression. Chaque descente est un pari. L'azote rend stupide. Les courants charrient des méduses venimeuses. La visibilité est parfois nulle. Et surtout, à cette profondeur, la moindre erreur est fatale. 3 hommes mourront sur cette épave. Steve Feldman, un plongeur expérimenté, trop confiant. Il descend trop vite, remonte trop vite. Son sang se charge de bulles. L'accident de décompression le tue. Chris Rouse et son fils, Chris Jr., plongent ensemble. Une mauvaise visibilité, un courant inattendu, une remontée désespérée. Le père meurt. Le fils meurt à l'hôpital, quelques heures plus tard. L'épave est hantée. Mais les plongeurs continuent, car au fond, coincé sous des tonnes d'acier, il y a une réponse, une plaque d'identification, un numéro de série, une preuve. Ils la cherchent plongée après plongée, risquant leur vie pour un bout de métal gravé. Ce genre d'obsession, ça ne s'explique pas. Ça se vit. John Chatterton, l'un des plongeurs, racontera plus tard « À chaque descente, je me demandais pourquoi je faisais ça. Ma femme me quittait. Mes amis mouraient. Mes enfants ne me reconnaissaient plus. Mais si je ne remontais pas avec le nom de ce sous-marin, c'était comme si ces 56 hommes n'avaient jamais existé. » Ils finiront par trouver. Le numéro est gravé sur une pièce d'équipement, coincée sous les décombres du kiosque. Chatterton le lit sous l'eau, dans la lumière blafarde de sa lampe. Un chiffre, 8, 6, 9, U-869. Le monde sous-marin apprend la nouvelle. Les historiens sont stupéfaits. Les archives sont fausses. Le U-869 n'est pas au Maroc. Il est au large du New Jersey.
Il a coulé le 11 février 1945, pas le 28 février, et les destroyers américains l'ont coulé à des milliers de kilomètres de l'endroit où tout le monde le croyait. L'erreur est monumentale, mais elle n'est pas la seule découverte. Lors des plongées, les hommes remarquent quelque chose d'étrange. L'épave est brisée, pas comme un sous-marin détruit par des grenades. Ceux-là, on les reconnaît. Coques bosselées, soudures ouvertes, tôles arrachées. Le U-869 a une blessure différente. Un trou circulaire, net, comme si quelque chose avait transpercé l'acier de l'intérieur, comme une torpille. Une torpille qui aurait fait un cercle complet, revenu frapper le sous-marin qui l'avait lancé. Cette hypothèse va bouleverser ce que l'on croyait savoir. Parce qu'un cercle runner, une torpille qui tourne en rond, c'est la pire hantise d'un commandant de sous-marin. Tu tires, tu attends l'explosion, et au lieu du cargo ennemi, c'est ton propre navire qui explose. L'histoire officielle dit que le U-869 a été coulé par les destroyers, mais les plongeurs, eux, ont vu la vérité de leurs propres yeux, un cratère aux dimensions parfaites, une déchirure qui ne peut venir que d'une ogive interne. Alors qui a raison? Les rapports militaires ou les témoins sous-marins? La réponse, nous allons la trouver. Mais avant, il faut comprendre pourquoi Neuerburg n'a jamais reçu l'ordre de faire demi-tour. Et derrière cette question, il y en a une autre, plus sombre. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle menti? Pourquoi les archives disent-elles que le U-869 a combattu en Méditerranée? Et pourquoi, depuis 75 ans, personne n'a corrigé l'erreur? La réponse, elle n'est pas dans l'eau. Elle est dans les bunkers de Berlin, dans les transmissions codées, dans les erreurs de calcul qui coûtent la vie. Nous allons maintenant remonter le temps. Pas jusqu'en 1945, jusqu'en 1944, au moment où tout a basculé. L'ordre fatidique, celui qui n'est jamais arrivé. L'ordre arrive le 8 janvier 1945. Les opérateurs radio de la Kriegsmarine à Berlin tapent les mots. Codage Enigma. Fréquence spécifique. Le message traverse les terres, rebondit sur les antennes, cherche un récepteur qui ne répond pas. Parce qu'à ce moment-là, le U-869 est peut-être en plongée. La radio ne fonctionne pas sous l'eau. Ou bien il navigue en silence radio, comme ordonné. Ou bien les antennes ont été arrachées par une tempête, une vague, une collision avec un morceau de glace venu du Groenland. Ou bien le message est arrivé, mais brouillé, tronqué, incompréhensible. Les Alliés brouillent tout, ce jour-là. Nous ne saurons jamais la vérité. Ce que nous savons, c'est que Neuerburg n'a pas changé de cap. Il a continué vers l'ouest, vers l'Amérique, vers sa mort. Le mystère du U-869 ne repose pas sur un simple malentendu radio. Il repose sur une chaîne d'erreurs, de suppositions, de décisions bureaucratiques qui, ensemble, ont effacé 56 hommes des archives pendant près d'un demi-siècle. Erreur numéro 1. L'ordre lui-même. Pourquoi Dönitz envoie-t-il le U-869 à Gibraltar? Parce que les rapports de renseignement indiquent un convoi allié à destination de la Méditerranée. Un convoi vulnérable. Un convoi qui transporte du matériel pour la campagne d'Italie. Mais Dönitz ne sait pas que les Alliés ont changé leur code, que le renseignement est faux, que Gibraltar est une fosse sceptique remplie de destroyers, d'avions, de fils anti-sous-marines. Il envoie ses hommes à l'abattoir. Erreur numéro 2. La transmission. Les communications en janvier 1945 sont un désastre. Les Allemands changent leur code tous les jours, mais les Alliés les craquent quand même. Pour éviter les écoutes, on limite les messages. On envoie moins, on attend plus. L'ordre de changement de cap est-il vraiment prioritaire? Un simple ajustement de patrouille, alors que le U-869 a déjà parcouru la moitié de l'Atlantique? Certains historiens pensent que non, que l'ordre est arrivé trop tard, que Neuerburg était déjà trop loin pour faire demi-tour sans risquer la panne sèche. Et si c'est le cas, alors il n'a pas désobéi. Il a juste continué, comme on lui avait ordonné de faire. Erreur numéro 3. L'après-guerre. Quand les Alliés analysent les archives allemandes capturées, ils voient un trou, une patrouille non terminée, un U-boot qui n'est jamais revenu. Ils comparent avec leur propre rapport d'attaque. Ils trouvent une attaque au large de Rabat, le 28 février 1945, par le destroyer USS Fowler et le chasseur de sous-marins l'Indiscret. Les dates collent à peu près, la localisation colle à peu près. Alors ils classent, c'est fini. Mais le rapport américain de 1945 ne dit pas « confirmé », il dit « j'ai
No damage. Aucun dégât. Les officiers de renseignement notent que l'attaque n'a produit aucun débris, aucune fuite d'huile, aucun signe de destruction. Juste une tache sur un écran sonar qui a disparu. Rien de plus. Pourtant, dans les années 1950, quand les historiens reprennent les dossiers, quelqu'un change la note. G devient B. Probablement coulé. Pas de preuve. Pas de débat. Juste un trait de plume. Et le U-869 devient officiellement un sous-marin mort en Méditerranée. C'est cette décision bureaucratique qui va tout changer. Parce que 46 ans plus tard, quand les plongeurs remontent le numéro U-869 de l'épave du New Jersey, les historiens refusent d'y croire. Impossible. Le U-869 est au Maroc. Les archives le disent, les experts le confirment, leurs collègues le répètent. C'est la vérité officielle. Sauf que l'épave est là, à 90 mètres de fond, avec son numéro gravé dans l'acier. Alors on invente des excuses. Peut-être que les nazis ont renuméroté leurs sous-marins pour tromper les Alliés. Peut-être que c'est un faux, délibérément placé là après la guerre. Peut-être que c'est un sous-marin différent, modifié, trafiqué. Les plongeurs doivent prouver l'impossible. Ils passent 6 ans sur cette épave, 6 ans à risquer leur vie, 6 ans à perdre des amis, 6 ans à détruire leur mariage. Pourquoi? Parce que la vérité, parfois, vaut plus que sa propre existence. John Chatterton, l'un des 2 plongeurs principaux, raconte une nuit, après la mort de Steve Feldman. Il est assis dans son salon, à côté de sa femme. Elle pleure. Il pleure. Et pourtant, il sait qu'il va replonger. Pas par courage, parce que s'il ne le fait pas, personne ne le fera. Les archives allemandes sont fermées. Les gouvernements ne veulent pas dépenser d'argent pour exhumer des morts vieux de 50 ans. Les historiens sont satisfaits de leur version. Les familles ont fait leur deuil. Tout le monde veut oublier, sauf une poignée de plongeurs obsédés. Le tournant arrive en 1997. Chatterton et son équipe remontent une pièce du tableau électrique. Un petit morceau de métal, à peine plus grand qu'une main. Sur ce morceau, un numéro de série. Un numéro qui correspond à la commande du U-869. Pas à un autre. Celui-là, précisément. La preuve est là. L'équipe contacte l'historien officiel de la Kriegsmarine, un homme âgé, barbu, qui a passé sa vie à classer les morts. Il écoute, il soupire, il vérifie ses dossiers, il rappelle. C'est impossible. Vous devez vous tromper. Chatterton envoie des photos, des copies des numéros, des rapports de plongée. L'historien rappelle une semaine plus tard. Sa voix tremble. Mes archives disent que ce sous-marin a coulé au large de Rabat. Mais vous avez raison, le numéro correspond. Je ne sais pas quoi dire. Il ne sait pas quoi dire parce que toute sa vie de recherche vient de s'effondrer. L'erreur est enfin corrigée. Le U-869 repose au large du New Jersey. 56 hommes morts à 90 km de Manhattan, à 2 heures de bateau de la côte américaine. Mais cette vérité en cache une autre. La cause du naufrage. Les Américains disent que leurs destroyers ont coulé le U-869. Les plongeurs disent que non. Que le sous-marin a été tué par sa propre torpille. Un cercle runner. Une torpille qui tourne en rond. Qui a raison? Les 2 versions s'affrontent depuis 25 ans. Et la réponse, elle se trouve dans les dégâts. Sur l'épave, les plongeurs voient un trou net, rond, comme si quelque chose avait explosé contre la coque de l'intérieur. Les torpilles allemandes, en particulier les G7e électriques, avaient un défaut connu. Les gouvernails en acier se grippaient à cause de l'eau salée. Ils se bloquaient, et la torpille, au lieu de filer tout droit vers l'ennemi, tournait en rond. À la fin de sa course, elle cherchait une cible, n'importe laquelle. Et la cible la plus bruyante, c'était le sous-marin qui venait de la lancer. Un marin américain a vécu la même chose à bord du USS Tongue. Son propre torpille a fait demi-tour et l'a coulé. Nous avons des témoins, nous avons des rapports. Nous savons que ça arrive. Alors pourquoi les autorités américaines persistent-elles à dire que le U-869 a été coulé par les destroyers? Parce que les rapports de l'USS Howard D. Crowe et de l'USS Coiner décrivent une attaque. Des charges larguées, des explosions entendues, une tache d'huile en surface. Pour les officiers de la marine, c'est une preuve. Pour les plongeurs, c'est une coïncidence. Voici ce que disent les faits.
Le 11 février 1945, les deux destroyers escortent le convoi CU-58. Leur sonar détecte un contact. Ils attaquent. Ils larguent des Hedgehog, des roquettes anti-sous-marines, puis des grenades. Ils entendent 2 explosions, puis plus rien. Ils remontent leur rapport. Cible coulée. Mais l'épave, elle, a 2 trous. Un à l'avant, un au milieu. Les 2 sont nets, propres, comme des impacts de torpilles. Pas de bosselure, pas de coque écrasée par les grenades. Juste 2 perforations circulaires. Les partisans de la théorie des destroyers disent que les Hedgehog pouvaient créer ce genre de trous. Les Hedgehog étaient des roquades qui explosaient au contact, pas des charges de profondeur. Elles pouvaient percer la coque comme une torpille. Les plongeurs disent que non, que les dégâts ne correspondent pas, que les Hedgehog explosent de l'extérieur, pas de l'intérieur, et que l'un des trous montre des signes de brûlure venant de l'intérieur du bateau, comme une torpille qui aurait explosé dans le tube lance-torpille. Ce débat technique va durer des années. Des experts sont consultés, des simulations sont réalisées, des archives sont rouvertes. En 2005, la garde côtière américaine tranche officiellement. Le U-869 a été coulé par les destroyers. La récompense est attribuée aux équipages du Howard D. Crowe et du Coiner. L'affaire est close, sauf que les plongeurs ne l'acceptent pas. Gary Gentile, un plongeur et chercheur renommé, écrit un livre pour démonter l'argumentation officielle point par point. Il montre que les dégâts sont incohérents avec une attaque de Hedgehog, que les rapports des destroyers sont imprécis, que la tache d'huile en surface pouvait venir d'autre chose. Le débat reste ouvert. Et c'est peut-être ça, la vraie leçon du U-869. Parfois, la vérité n'est pas simple. Parfois, elle est faite de morceaux, d'interprétations, de preuves qui se contredisent. 56 hommes sont morts. C'est un fait. Mais comment? Personne ne le sait avec certitude. Les destroyers étaient là. Les torpilles défectueuses étaient là. Une erreur radio était là. Tout est possible. Une chose est sûre. Le U-869 n'aurait jamais dû être là. Il aurait dû être au large de Gibraltar. Ces hommes auraient dû mourir en Méditerranée, sous un ciel bleu, près des côtes africaines. Au lieu de ça, ils sont tombés à 2 doigts de New York, dans des eaux glacées, à 90 mètres de profondeur. Ils sont toujours là. Les plongeurs disent que l'épave est intacte, que les corps reposent encore à l'intérieur, dans l'obscurité, dans le froid, que le temps s'est arrêté en février 1945. Les torpilles sont encore dans leurs tubes. Les effets personnels traînent dans les couchettes. Les ossements sont mélangés à la boue. Ce n'est pas une tombe de guerre ordinaire. C'est une capsule temporelle, un instantané de la dernière seconde de guerre de 56 hommes. Alors, qui était-il? C'est la question que Chatterton et Kohler se posent une fois l'épave identifiée. Ils ont le numéro, ils ont le nom du bateau, mais les noms des hommes, ceux qui sont tombés, ils ne les ont pas. Pas encore. Pour les trouver, ils vont faire quelque chose d'incroyable. Ils vont voyager en Allemagne, frapper aux portes des archives, remonter les registres militaires, contacter les familles, leur dire « Votre père, votre frère, votre fils, il n'est pas mort en Méditerranée. Il est mort ici, à 70 mètres de profondeur, et nous l'avons vu. » Certaines familles refusent de croire. D'autres pleurent. D'autres, enfin, après des décennies de silence, enterrent leurs morts une seconde fois. C'est là que l'histoire du U-869 change de nature. Ce n'est plus une histoire militaire. Ce n'est plus une enquête historique, c'est une histoire humaine. La dernière. La vérité remonte à la surface en 1997. Mais elle ne reste pas à la surface. Car au fond, personne ne veut vraiment la voir. Les gouvernements ne veulent pas rouvrir les dossiers. Les historiens ne veulent pas réécrire les livres. Les familles ne veulent pas rouvrir les blessures. Alors, la vérité du U-869 devient une vérité de plongeur, une vérité qui se dit à voix basse, dans les bars des ports, entre 2 bières, entre 2 plongées. Mais les plongeurs ne lâchent rien. John Chatterton et Richie Kohler, les 2 hommes qui ont passé des années sur l'épave, décident de raconter l'histoire. Pas pour la gloire, pas pour l'argent. Pour que les 56 hommes ne soient plus des numéros dans un registre. Ils écrivent un livre. Pas un livre technique, pas un livre militaire. Un livre sur l'obsession, sur l'amitié, sur la mort,
sur le fait de descendre sous l'eau pour remonter des bouts de métal qui portent des noms. Le livre s'appelle Shadow Divers. Il devient un best-seller. Des millions de personnes lisent l'histoire du U-869. Pour la première fois, 56 visages émergent de l'obscurité. Les noms, enfin. Les voici. Pas tous parce que les archives sont incomplètes, parce que la guerre a dispersé les traces, parce que 70 ans plus tard, on perd des morceaux. Mais assez pour que ce ne soit plus une masse anonyme. Helmut Neuerburg, le capitaine. 32 ans. Une femme à Kiel, un enfant qu'il n'a jamais vu grandir. Il avait promis de revenir pour Noël 1944. Il n'est jamais revenu. Karl-Heinz Schmidt, officier mécanicien. 28 ans. Il aimait la bière et les livres d'histoire. Il lisait Schopenhauer entre deux quarts, disaient ses camarades. Heinrich Mayer, timonier. 24 ans. Il ne voulait pas être marin. Il voulait être charpentier, comme son père. Mais l'armée a dit non. Alors il a tenu la barre du U-869 jusqu'à la dernière seconde. Les autres. 53 autres. Des adolescents de 18 ans, des pères de famille de 35, des marins de carrière, des conscrits de la dernière heure, un cuisinier qui n'avait jamais appris à nager, un radioamateur qui avait construit son premier poste à 12 ans, un matelot qui peignait des paysages sur ses turnes de quart. Ils ne sont plus des fantômes. Ils sont des hommes. Les familles réagissent, certaines avec colère. Comment ose-t-on déranger les morts? Le U-869 est une tombe. On ne plonge pas sur une tombe. On ne prend pas des photos de soldats morts pour les montrer dans des livres. D'autres pleurent de gratitude. Porfin, quelqu'un se souvient. Mon père ne parlait jamais de la guerre. Il ne savait pas que son frère était mort ailleurs. Il pensait qu'il reposait au Maroc. Maintenant, il sait. Maintenant, il peut aller sur l'eau, regarder le fond et dire au revoir. Chatterton reçoit une lettre. Un jour. Une femme âgée. Elle écrit en allemand de sa main tremblante. Elle dit « Mon frère était à bord du U-869. Ma mère a attendu son retour jusqu'à sa mort, en 1972. Elle ne parlait que de lui. Le jour de son anniversaire, elle allumait une bougie. Maintenant, je sais qu'il n'a jamais désobéi. Merci. » C'est pour ces lettres que Chatterton plonge, pas pour les autres. L'histoire du U-869 change aussi la façon dont on voit les U-boots. Avant, c'était des machines, des statistiques, des pertes. Après, ce sont des cercueils, des tombes sous-marines, des endroits où des hommes sont morts dans l'obscurité, la peur au ventre, loin de tout. Les lois changent. En Allemagne, aux États-Unis, en France, on interdit de plonger sur les épaves de guerre. Pas toutes, mais celles qui contiennent encore des restes humains. On marque les positions, on érige des plaques. On se souvient, mais la mer ne se souvient de rien. La mer efface tout, avec le temps. L'épave du U-869 est toujours là, par 90 mètres de fond. Les courants l'ensevelissent lentement. Le sable recouvre la coque. Les algues poussent sur les périscopes tordus. Les poissons nagent dans les trous d'obus. Un jour, dans quelques siècles, il ne restera plus rien. Juste une tache de métal rouillé sur le fond de l'océan. Mais l'histoire, elle, reste. Parce que l'histoire du U-869, ce n'est pas l'histoire d'un sous-marin. C'est l'histoire d'une erreur. Une erreur de communication. Une erreur de bureaucratie. Une erreur qui a envoyé 56 hommes à la mort parce que quelqu'un, quelque part, n'a pas reçu un message. C'est aussi l'histoire d'un mensonge. Pas un mensonge délibéré. Un mensonge par omission, par paresse. Parce qu'il était plus simple de classer le dossier que de vérifier. Et surtout, c'est l'histoire d'un retour. Les hommes du U-869 étaient perdus. Personne ne savait où ils étaient morts. Pas leur famille, pas leurs frères d'armes, pas les historiens. Ils étaient devenus des fantômes sans tombe. Aujourd'hui, ils reposent dans l'eau froide, à 2 heures de bateau de la côte américaine. Leur épave est un monument. Pas un monument officiel, pas de granit ni de bronze. Un monument d'eau, de sel et de sable. Un monument vivant, visité par les plongeurs, par les poissons, par le courant. 56 noms. 56 vies.
56 histoires que la guerre a avalées et que la mer a rendues. La dernière conséquence, la plus importante peut-être, c'est ce que les plongeurs en ont retiré. Chatterton et Kohler ne sont plus des plongeurs amateurs. Ils sont devenus des historiens, des enquêteurs, des gardiens de mémoire. Ils ont montré qu'un passionné avec un bateau et une obsession peut faire ce que les armées et les gouvernements n'ont pas fait, dire la vérité. Ils ont aussi payé le prix. 3 hommes sont morts sur cette épave. Steve Feldman, Chris Rouse Jr. Des hommes qui cherchaient un nom et qui ont trouvé la mort. Leur sacrifice n'est pas oublié. Leur famille porte le deuil. Mais leur mort, comme celle des marins allemands, a un sens. Elles ont contribué à révéler une vérité. La guerre est finie depuis longtemps. Les ennemis d'hier sont les amis d'aujourd'hui. Les Allemands ne sont plus des nazis. Les Américains ne sont plus des libérateurs. Ce sont des morts, des pères, des fils, des frères. C'est ça, la conséquence ultime du U-869. Plus de drapeaux, plus de camps, plus de blocs, juste des hommes. L'épave est là pour le rappeler. À ceux qui plongent, à ceux qui lisent, à ceux qui écoutent. La guerre n'a pas de gagnants. Elle a juste des survivants et des morts. Les morts du U-869 ne sont ni des héros ni des monstres. Ce sont des hommes qui ont obéi à des ordres, qui ont eu peur, qui ont souffert, qui sont morts. Et maintenant, enfin, ils reposent en paix. Pas parce que la mer est calme, parce que quelqu'un se souvient. Aujourd'hui, l'épave du U-869 repose par 38 mètres de fond, plus précisément par 38 mètres, parce que la mer a ses caprices, parce que les courants déplacent le sable, parce que les épaves s'enfoncent lentement dans le fond, centimètre par centimètre, année après année. Si vous saviez où chercher, si vous avez l'autorisation, si vous étiez un plongeur chevronné capable de descendre aussi bas, vous pourriez la voir. La coque brisée, les trous ronds, les périscopes tordus, et peut-être, si vous regardez très attentivement, des ossements, des restes d'uniformes, des bottes, des montres arrêtées à jamais. Mais vous n'y descendrez pas. Parce que c'est interdit, parce que c'est une tombe, parce que les morts méritent le silence. Alors restons à la surface. L'histoire du U-869 nous raconte quelque chose d'essentiel sur la guerre. Pas sur les batailles, pas sur les stratégies, pas sur les grands hommes, sur les erreurs. Une guerre, c'est une machine à faire des erreurs de communication, des erreurs de jugement, des erreurs humaines. Derrière chaque erreur, il y a des morts qu'on enterre au mauvais endroit, avec la mauvaise date, la mauvaise cause, des morts qu'on oublie parce que c'est plus simple. Le U-869 est l'une de ces erreurs. Un sous-marin qui aurait dû être ailleurs, un ordre qui n'est jamais arrivé, une attaque qui n'était peut-être pas la bonne, une bureaucratie qui a classé le mauvais dossier. 56 hommes sont morts à cause de ça. Mais il y a une autre erreur, plus tard. L'erreur des plongeurs. Pas une erreur technique. Ceux-là, ils ont fait du bon boulot. L'erreur est ailleurs, dans leur obstination, dans leur refus d'abandonner, dans leur folie de vouloir savoir coûte que coûte. Car sans leur erreur, cette erreur magnifique et terrible de ne pas accepter la version officielle, personne n'aurait jamais su. Les familles seraient mortes sans savoir, les archives seraient restées fausses, l'histoire serait restée incomplète. Alors, merci pour cette erreur. Le U-869 nous apprend aussi quelque chose sur la mémoire. La mémoire, ça s'entretient, ça se creuse, ça se défend. Les plongeurs ont passé 6 ans sur cette épave, 6 ans à risquer leur vie, 6 ans à perdre des amis. Pourquoi? Parce que sans eux, plus personne ne se souviendrait. Pas par méchanceté, parce que le temps passe, parce que les témoins meurent, parce que les archives jaunissent, parce que la guerre suivante arrive et qu'elle efface la précédente. C'est le destin de toutes les guerres. On se souvient de celles qui sont proches. On oublie celles qui sont loin. La Seconde Guerre mondiale n'est pas loin, pas encore. Mais les derniers vétérans meurent. Dans 10 ans, il n'en restera plus un seul. Alors les livres, les films, les vidéos comme celle-ci deviendront les seuls témoins. C'est une responsabilité. Ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui, dans le confort de leur salon, avec leur téléphone à portée de main, ne vivront jamais ce que ces hommes ont vécu. Le froid, la peur, l'odeur,
le bruit des grenades qui tombent, l'obscurité, l'absence totale d'espoir. Mais ils peuvent comprendre, ils peuvent écouter, ils peuvent se souvenir. Souvenez-vous du U-869. Souvenez-vous de Helmut Neuerburg, le capitaine qui n'a jamais reçu l'ordre de faire demi-tour. Souvenez-vous des 55 autres, dont nous n'avons même pas tous les noms. Souvenez-vous des plongeurs qui ont risqué leur vie pour exhumer la vérité. Souvenez-vous de Steve Feldman, Chris Roos et Chris Roos Jr., morts sur cette épave, à 38 mètres de fond, pour que les morts d'une autre guerre ne soient pas oubliés. Et souvenez-vous de ceci. La guerre n'est pas un jeu. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas un jeu vidéo. Ce sont des hommes. Des hommes qui ont peur. Des hommes qui souffrent. Des hommes qui meurent. Le U-869 est sous l'eau. Ces hommes sont sous l'eau. Mais leur histoire, elle, est remontée à la surface. Parce que des gens ont refusé d'oublier. Alors maintenant, c'est votre tour. Pas besoin de plonger. Pas besoin de voyager. Juste besoin de retenir, de raconter, de transmettre. Parce que la mémoire, c'est comme une flamme. Si on ne l'alimente pas, elle s'éteint. Et quand elle s'éteint, les morts meurent une seconde fois. Plus jamais ça. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui ne la connaît pas. Parler des morts, c'est les garder en vie.